et la carte mère elle est introuvable. Je suis en train d'utiliser le deuxième PC, j'espère que je suis. Voilà, le nombre est 9. Bon. Donc je reprends l'exercice qu'on n'a pas traité la dernière fois concernant la surface triangulaire. C'est un peu compliqué cet exercice, hein? C'est pour ça que je l'ai laissé pour cette séance. Donc vous avez une surface triangulaire de côté petit a petit b. On vous a demandé de chercher le xg et le yg. Donc les coordonnées du centre de gravité G. Je reprends la définition, le xg c'est double intégral de x dm sur l'intégrale de dm. J'ai remplacé le dm pour une surface par ρ s ds. Ρ s c'est la masse surfacique exprimée en kg par mètre carré. J'ai remplacé donc le dm par ρ s ds. Et ça me permet donc de simplifier le ρ s avec le ρ s. Et je peux définir donc le xg sans passer par la masse, en passant juste par les surfaces. Donc xg, double intégrale de xds sur l'intégrale de ds. Le YG, la même chose, c'est double intégrale de YDS sur l'intégrale de DS. Bien. Alors, il faut voir la géométrie de notre surface. Est-ce que c'est une géométrie polaire? Non. Est-ce que c'est une géométrie cylindrique? Non plus. Est-ce que c'est une géométrie sphérique? Non plus. Une géométrie polaire? Non plus. Et donc, c'est une géométrie cartésienne. Et pour une géométrie cartésienne, on prend une petite surface ds en coordonnées cylindriques. Donc le ds, c'est dx, dy. Donc on prend un petit rectangle infiniment petit, donc de dimension dx, dy. C'est comme ça qu'on définit le ds en système cartésien. Bien, alors je vous demande, avant de se lancer dans les calculs, de me donner les bornes d'intégration dans les deux directions x et y. Donnez-moi les bornes d'intégration. Dans la direction x, c'est vrai que je vais commencer, pour balayer cette surface, je vais commencer à intégrer de 0 jusqu'à, dites-moi jusqu'à quelle valeur? Je vais intégrer jusqu'à petit a, d'accord. Et dans la direction y, je vais intégrer de 0 jusqu'à... Voilà. Alors si on intègre, enfin, voilà, mais c'est fou. Si on intègre dans la direction x de 0 à petit a, dans la direction y de 0 à petit b, on n'aura pas un triangle, on aura un rectangle. On aura une surface rectangulaire. C'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on cherche. Là, l'une des bornes d'intégration n'est pas une constante, c'est une variable. Et ça va compliquer un petit peu les choses. Alors, je reprends donc la définition de xg. Double intégrale de x dx dy divisé par la surface. La surface est l'intégrale de dx dy. Bon, on peut remplacer cette surface, n'est-ce pas, l'intégrale de dx dy sur toute la surface triangulaire n'est autre que la surface du triangle. Et la surface du triangle, on la connaît, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc le jour de l'examen, pour des surfaces aussi évidentes, la surface d'un rectangle, la surface d'un triangle, sans faire de calcul, vous pouvez utiliser donc la formule qu'on connaît. La surface d'un triangle, c'est A fois B divisé par 2. Mais pour des raisons pédagogiques, je vais calculer cette surface par intégration, donc pour s'habituer à intégrer là où l'une des bornes d'intégration est une variable. Bien, on ne peut pas éclater l'intégrale puisque l'une des bornes d'intégration n'est pas constante. Dans les exercices précédents, qu'est-ce qu'on a fait? On a regroupé tout ce qui est fonction de x wahdo, tout ce qui est fonction de y wahdo, et ça revient à multiplier deux intégrales indépendantes. Cet éclatement est possible sous certaines conditions mathématiques. Il faut que la fonction intégrée soit continue, intégrable, dérivable, bornée dans un domaine borné, et il faut que toutes les bornes d'intégration soient des constantes. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors ce qu'on va faire,
On va borner notre domaine par cette droite. On va limiter notre domaine par cette droite. Donc, dans la direction X, je vais intégrer de 0 jusqu'à cette droite. Je vais m'arrêter à cette droite. Bon, cette droite, ce n'est pas une constante, c'est une fonction. Cette fonction, ce n'est que l'équation d'une droite. Je peux mettre cette fonction y fonction de x ou bien x fonction de y. Bon, ça se fait mathématiquement. Si j'ai une fonction de la forme y égale à une constante petit a fois x plus une deuxième constante petit b, là j'ai mis le y en fonction de x. Je peux mettre également le x en fonction de y. Bon, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche. Donc, dans la direction X, je vais borner mon domaine par cette droite. Donc, je vais intégrer de 0 jusqu'à cette fonction. Et on va voir, est-ce que je vais mettre cette fonction Y en fonction de X ou bien X en fonction de Y. On va voir. Puisqu'on a déjà borné notre domaine, donc dans la direction Y, on va intégrer, sans souci, hein, à yeux fermés, on va intégrer dans la direction Y de 0 à B. Monsieur, Oui. vous pouvez accepter. Et donc, alors je vais calculer le numérateur wahdo et le dénominateur wahdo pour ne pas compliquer les choses. Hein. Donc je prends le basta, le numérateur, l'intégrale de x, dx, dy. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regroupé tout ce qui est en fonction de x, x, dx. Et je vais intégrer ça dans la direction x de 0 jusqu'à une fonction. C'est l'équation de la droite. Et je vais mettre cette fonction x en fonction de y. Donc, et les résultats seront en fonction de y. Les résultats de cette intégration interne, on appelle ça une intégrale interne. Les résultats de cette intégration, ça sera une fonction de y. Cette nouvelle fonction de y sera intégrée dans la direction y de 0 à b. Bien. Alors, l'équation de la droite. L'équation de la droite. Et je vous demande de vérifier cette équation. Est-ce que je peux mettre l'équation de la droite à b sous cette forme? B moins b sur a fois x. Alors, dans la direction x, si je veux me déplacer dans la direction x, est-ce que la fonction y est croissante ou décroissante? Elle est décroissante. Plus j'avance dans la direction x, plus la cote y diminue. Donc, c'est une fonction décroissante. Donc, la pente, elle est négative. Et comment on calcule? Oui? Pourquoi on a mis x, y, x en fonction de y? Drop sur mon fils. Un peu de patience. Alors, est-ce que je peux mettre le y en fonction de x ou bien le x en fonction de y? D'accord? Donc, je fais le choix. Est-ce qu'on va mettre le x en fonction de y ou bien le y en fonction de x? Regardons d'abord l'équation de cette droite. Donc, la fonction, elle est décroissante, d'accord? Et cette pente, comment on la calcule? C'est tout simplement tangente l'angle au point A. C'est tangente cet angle. C'est bien ce que vous avez fait en terminale. On fait les 3 années de secondaire. Donc, tangente cet angle, elle dit à la pente. Et tangente cet angle au point A, c'est tout simplement le côté opposé qui est égal à B, divisé par le côté adjacent qui est égal à petit a. Donc, j'ai la pente B divisée par A. Et la pente, elle est négative du moment que la fonction est décroissante. Et là, vous avez une constante. La constante, elle dit comment on la détermine? C'est la valeur de y lorsque x est nul. Prenez différents points sur la droite AB. Prenez différents points. Et je vais prendre le point là où le x est nul.
Donc c'est le point B. Lorsque le x est nul, je suis au point B. Quelle est la cote y de ce point B? C'est la hauteur B. Et donc je dois mettre cette constante. Cette constante mathématiquement représente la valeur de y lorsque x est nul. Effectivement, lorsque le x est nul, je suis donc au point B. Et au point B, j'ai la hauteur B. Et donc la fonction, elle prend la forme b moins b sur a fois x. Vérifiant, vérifiant, vérifiant si ça donne des bons résultats dans les deux points B et A. Au point B, le x est nul. Quelle est la cote y de ce point B? Alors, géométriquement, c'est B. Dans l'équation, si je remplace x par 0, effectivement, je trouve le B. Pour le point A a un x égale à petit a et un y, une cote y nulle. Donc les coordonnées de B, c'est petit a sur x et 0 sur y. Donc dans l'équation, si je remplace le x par petit a, normalement c'est 0. Alors remplaçons le x par petit a. Donc j'aurai petit a sur petit a égale à 1. Ce qui me reste, c'est b moins b. B moins b, c'est un 0. On retombe sur nos pieds. Donc voilà l'équation y en fonction de x. Je peux à partir de là déduire l'équation x en fonction de y. Le x en fonction de y. Alors je vous laisse le soin, quelques secondes, pour vérifier ce passage. Pour tirer le x en fonction de y. Alors je vous laisse le soin. Est-ce que vous êtes en train d'utiliser un stylo et un cahier? Dans un TD, il faut absolument utiliser un stylo et un cahier. Sinon, il y a des passages qui ne sont pas évidents pour vous. Il faut noter, il faut prendre note, il faut faire des petits calculs. Donc, prenez votre cahier, prenez un stylo, et là, je vous demande de vérifier ces résultats. J'ai tiré le x en fonction de y. Je reviens dans quelques instants. C'est bon? Surtout la fonction x en fonction de y, c'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc il y a une intégrale interne, une intégration interne et une intégration externe. Alors, commençons par l'intégration interne, l'intégrale de x dx. L'intégrale de x dx nous donne x2 sur 2. x2 sur 2. Ah, vous allez calculer ça entre 0 et la fonction x en fonction de y. Donc, vous allez remplacer le x par cette fonction. Et vous allez avoir donc 1 demi cette fonction au carré fois dy. Donc, on a tout mis en fonction de y. Tout ça en fonction de y, à ce moment-là, on va intégrer à yeux fermés dans la direction y. Et dans la direction y, on va intégrer de 0 jusqu'à la hauteur b. Parce qu'on a déjà délimité notre domaine d'intégration par cette fonction. Alors, si on va intégrer indéfiniment, si on ne va pas limiter l'intégration dans la direction y de 0 à b, cette droite, elle est infinie. Elle peut se prolonger au-delà de b et au-delà de a.
Donc, si on calcule une intégrale indéfinie sans préciser les points, là où commence l'intégration, là où elle se termine, on va intégrer tout un espace. Tout un espace euclidien qui est situé à gauche de la droite AB. Et ça sera donc un domaine, une surface infinie. Ce qui nous intéresse, c'est juste là une partie de cette surface comprise entre la cote y égale à 0 et la cote y égale à b. C'est pour ça qu'on a intégré entre 0 et b. Voilà. Et là, je vais utiliser quelques petites propriétés mathématiques que vous avez vues en terminale. Alors, en terminale, lorsque vous aviez une fonction f à la puissance n, une fonction de x, bon, là, on a une fonction de y, mais fonction de x, on a de y, on a de z, on a de petit r. L'essentiel, une fonction à une seule variable. Lorsque vous avez une fonction à la variable x et cette fonction, elle est à la puissance n. Si on veut intégrer cela, ça nous donne f n plus 1 sur n plus 1, mais à condition d'avoir à notre disposition la dérivée de la fonction f. Donc la dérivée f'. C'est cette propriété qu'on va utiliser. Donc ma fonction, c'est cette fonction a moins a sur b fois y. C'est ça ma fonction. Ma fonction en fonction de y, fy. Ma puissance n, c'est 2. Donc le résultat, ça sera cette fonction à la puissance 2 plus 1, ça fait 3, divisé par 3. Mais à condition d'avoir à notre disposition la dérivée de la fonction. Alors je vous demande la dérivée de cette fonction, elle vaut combien? Si vous dérivez a moins a sur b fois y, si vous dérivez cela par rapport à y, ça vous donne combien? Si vous dérivez cela par rapport à y, ça vous donne combien? C'est une chose évidente, non? C'est une chose évidente, moins a sur b. Je vais dériver ça par rapport à y. La dérivée de a par rapport à y, c'est nul, parce que c'est une constante. Et puis la dérivée de moins a sur by n'est autre que moins a sur b. Et donc j'ai mis cette dérivée à notre disposition. J'ai multiplié le tout par moins a sur b pour pouvoir utiliser cette relation. Mais si je multiplie quelque chose par une constante, pour garder la même valeur, je dois diviser par la même constante. Donc j'ai multiplié par moins a sur b. Oui. Oui. Y dans cette équation est une variable. Oui, la y c'est la variable, tout à fait, parce qu'on est en train d'intégrer dans la direction y. Si on fait une intégration suivant y, donc la variable c'est y. Et là, normalement, dans cet exemple, il fallait mettre y, pas x. Mais tu m'as d'habitude, en terminale, tu mets la fonction, une fonction de x. Mais là, j'ai une fonction de y, pas en fonction de x. Hein. Donc, la variable, c'est y. Donc, j'ai mis la dérivée de la fonction Hochstein entre parenthèses, c'est ça ma fonction. Sa dérivée par rapport à y, c'est moins a sur b. Alors, j'ai mis cette dérivée à notre disposition. Et pour garder la même valeur, je dois diviser par la même chose. J'ai multiplié par une constante, je dois diviser par la même constante pour garder la même valeur. Et donc, je multiplie par l'inverse, moins b sur a. Et je vais donc exploiter cette relation. Bon, j'ai le n demi. J'aurai a moins petit a sur by à la puissance 3 sur 3. À la puissance 3 sur 3. En faisant ce petit passage, donc j'ai déjà consommé cette dérivée. J'ai déjà consommé cette dérivée f' qui est moins petit a sur b. Elle est là-dedans. Donc ce passage a déjà consommé la dérivée. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le moins b sur petit a. Le moins b sur petit a. J'ai terminé l'intégration dans la direction y.
je vais intégrer entre 0 et b. Donc je vais calculer ça entre 0 et b. Alors je vous demande dans quelques secondes de me calculer ça entre 0 et b. Vous remplacez la première fois y par b. Vous remplacez le y par b, moins le remplacement par 0. Ou je vous qu'est-ce que ça donne. Vous avez quelques secondes. Monsieur, Oui? Oui? monsieur. Oui? Là, on a dérivé par rapport à y. Par rapport à y, tout à fait. Tout à fait. Dérivé moins a sur b. Pardon? Pas de qui dérivé, non? C'est la dérivée de cette fonction. Écoute. Là, je suis en train de dériver ce qui est entre parenthèses. اكتبها اكتب في الكاي تاعك باش تفهم لازم تكتبوا باش تفهموا تخرج moins a sur b. صح هذا واش درت c'est moins a sur b. Le moins a sur b, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la dérivée de ma fonction qui est entre parenthèses par rapport à y. Donc j'ai mis ça entre parenthèses. C'est la dérivée de ma fonction. Donc j'ai multiplié mon intégrale par cette dérivée. Et pour garder la même valeur, donc je dois diviser. Madame? Moins a au carré, moins b, 2 sur 6. On va pas se noyer dans un verre d'eau, les jeunes. On va pas se noyer dans un verre d'eau. Là, j'ai mis la dérivée de la fonction. La dérivée par rapport à y, c'est quoi? C'est moins petit a sur b. C'est un petit artifice de calcul. C'est-à-dire, j'ai multiplié mon intégrale par moins a sur b et j'ai divisé par la même chose. Ça ne va rien changer. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour mettre à ma disposition la dérivée de la fonction et pour pouvoir utiliser cette relation. Je pense que la notation x vous a induit en erreur. Je vais la corriger tout de suite. C'est cette notation par x que vous avez l'habitude d'utiliser en terminale, en première année. Ok, je vais corriger cette notation. Monsieur, mais elle est juste. Elle est juste, mais bon, il y a des gens qui coincent là-dedans. Ils sont coincés dans un petit passage que je le vois évident. Bon, certains ne le voient pas aussi évident. Donc, pour que les choses soient claires, je vais faire la chose suivante. Donc, je vais écrire y. Et je vais ramener cela. Bon, je réduis un petit peu la taille. À la place de x, donc je vais mettre y. Comme cette relation, elle est valable dans tous les cas, quelle que soit la variable. À la place de x, donc j'ai mis le y.
Alors, ma fonction en fonction de y, c'est quoi? Entre parenthèses, c'est petit a moins a sur b fois y. Ma puissance n, c'est quoi? C'est 2. La dérivée f', cette fonction de y, sa dérivée, c'est quoi? C'est moins a sur b. Mais on n'avait pas au départ cette dérivée. Et donc, c'est moi qui ai rajouté cette dérivée. C'est moi qui ai rajouté cette dérivée. Donc, j'ai multiplié mon intégrale par moins a sur b. Et pour garder la même valeur, j'ai divisé par la même chose. C'est-à-dire, j'ai multiplié par moins b sur a. C'est pour exploiter la présence de cette dérivée. Et donc, le résultat sera de combien? Ça sera donc cette fonction à la puissance 2 plus 1. Donc, ça fait 3 divisé par 3. C'est bien ce que j'ai fait. J'ai gardé ce n demi. Donc, ma fonction à la puissance 3 sur 3. J'ai déjà consommé le moins petit a sur b dans ce passage. Dans ce passage, j'ai déjà consommé le moins a sur b. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins b sur a. Et je vais calculer ça entre 0 et b. Et je vous ai demandé de faire ce petit calcul. Je vous ai demandé de faire ce petit calcul en utilisant un stylo. On ne peut pas comprendre un TD rien qu'avec un simple regard. Ben, je vais vérifier s'il y a d'autres gens qui veulent participer. Un seul. Vous êtes 10 présents. Non, ça nous inquiète. Vraiment, ça nous inquiète. Alors, je حسب tout. Donc, la première fois, vous remplacez le y par b, moins le remplacement par 0. Si je remplace par b, si je remplace le y par b, j'aurai b sur b, c'est égal à 1. Il va aller a moins petit a, c'est 0. Et donc, ça me donne 0. Le remplacement par petit b me donne 0. Moins le remplacement par 0. Je remplace le y par 0. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne a au cube, un sixième, moins b sur a. Et donc, résultat final, voilà, non le moins, on l'a dit. Parce que si je remplace le y par 0, il y a le moins. Le moins avec le moins, il est 1 plus. Donc, j'aurai a au carré b sur 6. Voilà. Ça, c'est le calcul du numérateur. Maintenant, le calcul du dénominateur, l'intégrale de dx, dy. Je vais faire la même chose. Donc, je vais commencer l'intégration dans la direction x et je vais intégrer de 0 jusqu'à cette fonction enveloppe x en fonction de y. Alors, je ne vais pas utiliser y en fonction de x. Alors, je ne vais pas utiliser y en fonction de x. Non. Non, je vais intégrer dans la direction x. Donc, les résultats de cette intégration interne, ça doit être une fonction de y. Je répète. Cette intégration interne doit nous donner quelque chose en fonction de y pour que je puisse intégrer par la suite dans la direction y. Donc, si je prends ma fonction y en fonction de x, ben, j'aurai quelque chose en fonction de x. D'accord? Donc, je vais intégrer, comme précédemment, de 0 jusqu'à cette fonction x en fonction de y. L'intégrale de dx, c'est x, n'est-ce pas? L'intégrale de dx, c'est x. Je vais calculer ça entre 0 et cette fonction x en fonction de y. Je vais d'abord calculer cette intégrale interne. Donc, je remplace le x par cette fonction qui est petit a moins petit a sur b fois y. Voilà. J'ai tout mis en fonction de y. Maintenant, je vais intégrer dans la direction y de 0 à b. Comme on a vu précédemment.
Ce qui est entre parenthèses, c'est une autre fonction de y. La puissance n, c'est une puissance 1. Donc la puissance n, c'est 1. Je vais utiliser la même relation précédente. Simplement, je dois avoir à ma disposition la dérivée de cette fonction. Et la dérivée de cette fonction, encore une fois, c'est moins petit a sur b. Donc, pour mettre à notre disposition cette dérivée, j'ai multiplié cette intégrale par moins petit a sur b et j'ai divisé par la même chose pour garder la même valeur. Et je vais utiliser donc cette relation. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne cette fonction à la puissance 2 sur 2. Voilà, cette fonction à la puissance 2 sur 2. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors, cette dérivée moins petite a sur b a été consommée dans ce passage. Donc, si je reviens à cette relation, les résultats, mais quand la dérivée f' de y classe, ça a été consommé dans ce passage. Ou je prends juste le moins b sur a. Voilà, je prends le moins b sur a. Et maintenant, je vais intégrer dans la direction y. Là, c'est déjà fait. J'ai intégré dans la direction y. Entre quelle borne? Entre 0 et b. Ben, il suffit donc de remplacer y la première fois par petit b, la deuxième fois par 0. Alors, je vous laisse le soin de vérifier ce résultat. C'est fait. C'est fait. Oui, monsieur. Très bien. Alors là, j'ai oublié de simplifier un petit a avec un petit a. Normalement, c'est beau. AB sur 2. Je simplifie un petit a avec un petit a. Donc, finalement, il s'agit AB sur 2. Que représente le AB sur 2? A fois B divisé par 2. Qu'est-ce que ça représente? La base fois la hauteur divisée par 2. C'est la surface du triangle. C'est la surface du triangle. Donc ça, c'est un résultat qui était prévisible, mais je voulais juste calculer cette surface par intégration pour maîtriser cette technique. Ok. Et donc, je reviens à xg. Je reviens à la définition de xg. xg au shkana. xg, c'est l'intégrale de x dx dy sur l'intégrale de dx dy. On a calculé le numérateur wahdo, le dénominateur wahdo, on va faire donc un petit rapport. Donc le numérateur c'était a au carré b sur 6. هذا البسط a au carré b sur 6. والمقام شحال a au carré b sur 2a. البسط c'est a au carré b sur 6. والمقام c'est a au carré b sur 2a. Bon, il fallait que je simplifie un petit a avec un petit a. Tout calcul fait, on trouve شحال. Je vous laisse le soin de vérifier ce résultat a sur 3. Est-ce qu'on trouve a sur 3? Oui, monsieur, oui, oui. Très bien, très bien. Maintenant, le YG, la même technique. Le YG, c'est l'intégrale de Y, dx, dy, sur l'intégrale de dx, dy. Bon, l'intégrale de dx, dy, on l'a déjà calculé. Hein? C'est la surface du triangle, donc on ne va pas refaire ce calcul. Alors, le numérateur, intégrale de y dx dy, par quelle intégrale on va commencer? Par quelle intégrale on va commencer? Logiquement, on doit regrouper d'abord ce qui est fonction de y. Donc, y dy. Donc, l'intégrale interne, c'est l'intégrale de y dy. Et là, je vais intégrer de 0 jusqu'à... Est-ce que je vais mettre le y en fonction de x ou bien le x en fonction de y? Là, je compte sur votre réflexe. X fonction de y. Qui m'a donné précédemment?
Qui درنا précédemment خرجنا كلش en fonction de y. C'est pas ce qui m'arrange. C'est pas ce qui m'arrange là. Non. Moi, ce qui m'arrange, l'intégrale interne, هذه تخرج لي en fonction de x. L'intégrale interne تخرج لي en fonction de x. Pour que je puisse intégrer par la suite dans la direction x. L'intégrale interne تخرج لي en fonction de x, je vais intégrer de 0 jusqu'à la fonction y en fonction de x. Alors, شوفوا la fonction y en fonction de x. Y, c'est en fonction de x. Donc, les résultats de l'intégrale interne, ça sera une fonction de x. D'accord? Alors, je vous laisse le soin de faire ce calcul. Je vous laisse le soin pour vérifier que le YG, c'est B sur 3 égal. Vous avez 1 minute pour faire ce calcul. Utilisez un stylo et un cahier. C'est fait? C'est fait? C'est bon? D'accord.
Est-ce que vous avez noté la fonction y en fonction de x? Hein, la fonction y en fonction de x, c'est b moins b sur a fois x. Donc l'intégrale de y de y vous donne y2 sur 2. y2 sur 2. Vous allez calculer ça entre 0 et cette fonction. Et donc, ça sera cette fonction au carré. Vous aurez donc b moins b sur a fois x, le tout au carré. D'accord. Et ensuite, vous allez intégrer ça de la manière la plus classique dans la direction x. Et là, vous serez confronté à la même situation précédente. Et à ce moment-là, ce n'est plus en fonction de x, c'est en fonction de y. Donc, je vais me débarrasser de ce y. J'aurai une fonction de x au carré. C'est cette fonction, donc, au carré. Je vais utiliser la même technique. Je multiplie et je divise par moins b sur a. Je multiplie et je divise par moins b sur a, comme je l'ai fait précédemment. Mais précédemment, je multiplie et divisé par moins a sur b. Là, c'est l'inverse. Je multiplie et je divise par moins b sur a. Comme les calculs. Là, je ne vous demande pas de calcul dénominateur, parce que ça a été fait précédemment. Je vous demande de calculer juste le numérateur. Bon, je vous laisse la fonction y à votre côté. Voilà. Bien, on continue. Donc, si vous n'avez pas terminé, vous pouvez reprendre ça à tête reposée, blahel. Même si vous n'avez pas compris, vous pouvez reprendre la méthode que j'ai utilisée précédemment, mais simplement, à la place de y, vous mettez le x, et c'est la même méthode. Donc, vous allez trouver b sur 3. Donc, on va retenir ce résultat. Pour un triangle, si vous avez un triangle de base petit a de hauteur petit b, le centre de gravité G, il est toujours à 1/3 de la base, 2/3 du sommet. C'est-à-dire le XG. Le XG, cette distance entre le centre de gravité G et l'axe Y. Cette distance, c'est le 1/3 de petit a. Ou la distance entre le centre de gravité G et le point A, c'est le reste. C'est le reste, donc 2/3 de petit a. Donc le centre de gravité, il est tout le temps à 1/3 de la base, 2/3 du sommet. Dans les deux directions, que ce soit dans la direction X ou dans la direction Y. Dans la direction Y, le YP, je حسبناه B sur 3. Et entre le centre de gravité G et le point B, ce sera donc 2/3 de petit b. Donc c'est un résultat à retenir.
Et parfois, on l'utilise sans démonstration. Si on ne vous demande pas de démontrer ces résultats, vous pouvez l'utiliser directement sans démonstration. Le centre de gravité d'un triangle, il est tout le temps à 1/3 de la base, 2/3 du sommet. Là, je vais vous montrer une deuxième méthode. Et à vous de choisir la méthode qui vous arrange. Là, je vais utiliser la méthode de tranche. La méthode de tranche. Alors, cette méthode permet de passer d'une double intégration à une simple intégration. C'est ça l'avantage de cette méthode de tranche. On l'a déjà utilisée précédemment et on aura l'occasion de l'utiliser même pour les volumes. Donc, pour un volume, si je vais utiliser cette méthode de tranche, non, on l'a déjà utilisé pour l'exemple de la demi-sphère. Oui, on l'a déjà utilisé. Et ça nous a permis de passer d'une triple intégration à une simple intégration. Mais il faut savoir comment choisir la tranche. Il faut savoir comment choisir la tranche. Est-ce que je choisis la tranche perpendiculairement à l'axe Y ou bien perpendiculairement à l'axe X? Il faut revoir l'intégrale. Si je vais calculer le YG, donc double intégrale de y ds sur l'intégrale de ds. Si je prends le numérateur, en numérateur, j'ai la variable y. Je vais essayer de mettre le ds en fonction de y. Je vais essayer de mettre le ds en fonction de y. Si j'arrive à faire ça, je n'aurai plus une double intégration, j'aurai une simple intégration. Intégrale simple. Alors pour ce faire, pour avoir le ds en fonction de y, il suffit de choisir une tranche normale à y. Je répète, si on veut exprimer le ds en fonction de y, il suffit de prendre une tranche normale à l'axe y. Ce que j'ai fait dans ce schéma. J'ai pris une tranche à une cote y quelconque. L'épaisseur de la tranche, c'est dy. La largeur de la tranche, c'est une largeur variable. J'ai noté cette largeur, une largeur L. Et la largeur L, évidemment, elle fonctionne de y. Si à y égale à 0, c'est-à-dire à la base, à y égale à 0, je choisis une tranche à la base. Quelle sera la largeur L? Ce sera égal à petit a. Si je choisis ma tranche au sommet du triangle, au sommet, la largeur L tend vers 0. Et donc cette largeur, effectivement, elle est fonction de la position de la tranche, de la cote Y. Plus je monte, plus la largeur L de la tranche diminue. Plus je descends, plus elle augmente. Et donc, cette surface ds, je vais essayer de la mettre en fonction de y. Pour ce faire, il suffit de prendre une tranche normale à l'axe y. C'est déjà fait. Alors, lorsque le dy tend vers 0, c'est-à-dire si je choisis une tranche infiniment mince, en réalité, c'est un petit trapèze. La surface Hadi jaune, en réalité, c'est un petit trapèze. Un trapèze qui est droit d'un côté, mais il n'est pas droit de l'autre côté. Mais si le dy tend vers 0, si la tranche est infiniment mince, je n'aurai pas une grande différence entre la surface du trapèze et la surface d'un rectangle. Vous avez utilisé cette technique en première année. Lorsque le dy tend vers 0, je peux assimiler cette surface trapézoïdale à la surface d'un rectangle. Alors la surface d'un rectangle, elle vaut combien? La largeur fois l'épaisseur. La largeur, c'est L et l'épaisseur dy. Donc le ds, je vais le calculer de cette façon. C'est la surface de la tranche. L fois dy. Bon, maintenant, cette largeur L, je dois l'exprimer en fonction de cette cote y, de ma variable y. Alors pour ce faire, je dois remarquer
que j'ai deux triangles semblables. Ce grand triangle, de côté petit a petit b, et j'ai ce petit triangle qui va se limiter à la surface jaune. Les deux triangles ont le même angle alpha. Ce n'est pas l'angle alpha qui m'intéresse, c'est une petite relation qu'on va la voir tout de suite. Alors si je prends tangente alpha pour le grand triangle, prenez tangente alpha pour le grand triangle. C'est le côté opposé, c'est le côté adjacent. المقابل على المجاور. Donc c'est petit a sur petit b. Voilà. Tangente alpha, c'est petit a sur petit b. Maintenant pour le petit triangle, celui-là. Pour le petit triangle. Alors je vous demande, la hauteur complète, c'est b. Est-ce que vous voyez le curseur? Est-ce que vous voyez mon curseur? C'est lisible? Je suis en train de bouger le curseur. Vous le voyez? Vous le voyez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, vous n'êtes que 9 participants. Bien. Donc la hauteur totale c'est B. Cette cote c'est Y. Et donc ce côté adjacent, ce côté, il vaut combien? En prenant des Y presque nuls, hein, je vais fermer les yeux sur des Y. Donc ce côté n'est autre que le B moins Y. Ce côté adjacent à l'angle alpha pour le petit triangle, c'est B moins Y. Donc, tangente l'angle alpha pour le petit triangle, c'est ce côté opposé à l'angle alpha qui est égal à L, divisé par le côté adjacent. Ce côté adjacent n'est autre que n'est autre que B moins Y. Voilà. B moins Y. Donc, comme ce n'est pas la tangente qui m'intéresse, ce n'est pas l'angle alpha qui m'intéresse, c'est cette égalité qui m'intéresse. Donc j'ai encadré cette égalité et de là je déduis facilement la largeur L qui sera fonction de Y. Alors je vous demande de vérifier cela en quelques secondes. Tirez donc la largeur L en fonction de Y. Est-ce que vous trouvez effectivement petit a moins petit a sur B fois Y? Oui, c'est la fonction d'une droite. C'est une fonction linéaire. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Oui, monsieur. Très bien. Donc je reviens à YG, voilà, et je vais recalculer même la surface du triangle. Donc je vais utiliser cette méthode en numérateur et en dénominateur également. Bien, en numérateur j'ai l'intégrale de y ds. Donc j'ai remplacé le ds par L dy. Et j'ai remplacé le L par cette fonction. Est-ce que j'ai bien fait ce remplacement? Y ds. Et ds c'est L fois dy. Est-ce que j'ai bien remplacé? En dénominateur, c'est ds. Ou ds c'est L dy. Donc je prends la fonction hadi et je la multiplie par dy. J'ai combien de variables? J'ai combien de variables? Un derrière y variable. Un derrière y, et je me suis débarrassé de la deuxième variable x. Je me suis débarrassé de la deuxième variable x. Et donc cette intégrale n'est plus une intégrale double. Tous les lignes, une intégrale simple. Donc je vais intégrer simplement dans la direction y. Et dans la direction y, du moment que j'ai délimité mon domaine par cette fonction enveloppe à travers le choix de la tranche,
Donc, dans la direction Y, je vais intégrer de 0 à B. Donc, j'intègre de 0 à B. Alors, l'intégration dans la direction Y. Donc, en numérateur, je multiplie entre crochet par Y, j'aurai AY moins petit a sur B, Y2, et je vais intégrer ça dans la direction Y. Je fais d'abord le numérateur, par la suite, on va voir le dénominateur. Intégration dans la direction Y, qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne A, Y2 sur 2, moins petit a sur B, Y3 sur 3. Et vous allez calculer ça entre 0 et B. Le dénominateur, vous allez intégrer cette fonction A moins A sur B, Y dy. Résultat, l'intégrale de petit a dy, ça vous donne AY. Et l'intégrale de moins petit a sur B, Y dy, ça vous donne moins petit a sur B, Y2 sur 2. Et vous allez calculer ça entre 0 et B. À vous de jouer. À vous de jouer pour vérifier que ça donne le même résultat précédent, B sur 3. Monsieur, s'il te plaît. Oui. Une simple intégration, tout à fait. Je suis en train d'intégrer uniquement dans la direction Y. Oui, intégration double, mais cette technique nous a permis de passer d'une double intégration à une simple intégration. C'est ça l'avantage de cette technique. Elle nous a permis de passer d'une double intégration à une simple intégration. Par le choix judicieux de mon élément ds. L'élément ds a été pris uniquement en fonction de y. Alors qu'avec les coordonnées cartésiennes, l'élément ds est fonction de x et de y. C'est dx, dy. C'est ça donc l'avantage de cette technique. La technique de tranche nous permet de passer d'une double intégration à une simple intégration ou même d'une triple intégration à une simple intégration. C'est pour ça que j'ai mis ça. En réalité, au départ, c'était une double intégration sur une surface. Mais j'ai mis ça en rouge pour vous montrer qu'on est passé à une simple intégration, qui est juste la variable y, qu'on va intégrer dans la direction y. Donc ce n'est plus une double intégration, c'est une simple intégration. Donc faites ce petit calcul s'il vous plaît. Oui. كي تعود شوف أوليدي نعاود نولي لا méthode précédente. نعاود نولي la méthode précédente. شوف, on va intégrer x dx dy. J'ai combien de variables? J'ai deux variables. Là, je suis obligé d'intégrer deux fois, d'intégrer doublement. Et donc, la technique précédente, qui est une intégration interne et une intégration externe. Bon, je ne reviens pas sur l'explication, mais là, avec le choix de ds, avec cette technique de tranche, le ds, c'est L fois dy. Et on est arrivé à mettre le L en fonction de y. Donc, le ds, finalement, le ds, c'est cette fonction fois dy. On a réussi à tout mettre en fonction de y. En plus, pour le calcul de YG, c'est l'intégrale de YDS. On a mis le DS en fonction de Y, on multiplie encore par Y, là, on a obtenu une fonction à une seule variable. La seule variable, c'est Y. Donc, finalement, ce n'est plus une double intégration, et on est là une simple intégration. Et je pense qu'une simple intégration est plus facile qu'une double intégration. Et donc, je vous demande de faire ce petit calcul, un calcul vraiment élémentaire. Ahsbouli bli le YG c'est égal à B sur 3. À vous de jouer.
Oui, moi-même. oui, un peu plus fort s'il vous plaît. Moi-même, là, je cherche AB carré sur 3. Très bien. Donc, même résultat. Très bien. Très bien. Maintenant, si on veut utiliser cette même méthode pour calculer le xg, là, il faut faire attention. Je reviens à la définition de xg. xg, donc double intégrale de x ds sur l'intégrale de ds. Donc, j'ai déjà la variable x. On dit la variable x en numérateur. Donc, je dois choisir un élément ds en fonction de x. Je dois choisir le ds en fonction de x. Pour ce faire, il suffit de prendre une tranche normale à l'axe x. C'est bien ce que j'ai fait. Là, j'ai pris une tranche normale à l'axe x. Mais la tranche a été prise normale à y. Pour exprimer le ds en fonction de y. Là, on veut exprimer le ds en fonction de x. Donc, j'ai pris ma tranche normale à l'axe x. Cette tranche a été repérée par l'abscisse x, la variable x. C'est une tranche d'épaisseur dx qui tend vers 0. Et je vous demande de chercher la fonction h en fonction de x. Alors, déjà le ds, cette surface jaune, comment on peut la calculer? Cette surface, c'est la hauteur h qui est fonction de x, évidemment, que multiplie dx. Donc, pour chercher la hauteur h, la même technique. Je prends tangente cet angle bêta. Je prends tangente bêta pour le grand triangle. Pour le grand triangle, tangente bêta المقابل على المجاور B sur A. Donc tangente bêta c'est B sur A. Maintenant pour le petit triangle, celui-là. Pour le petit triangle, tangente bêta c'est le côté opposé, المقابل هذا, c'est bien le H, divisé par ce côté adjacent. Et ces côtés adjacents, il vaut combien? C'est toute la cote petit a, on naqs x. Petit a sur x, de là je déduis facilement ma fonction h. Je vous laisse le soin de vérifier donc l'expression de h, fonction de x, et je vous laisse le soin de vérifier l'expression de ds. Donc je suis arrivé à tout mettre en fonction de x. Je vous laisse le soin de faire ces deux petites vérifications. À vous de jouer. Très bien. Très bien. Et donc là, je reviens à la définition de xg, double intégrale de x ds sur l'intégrale de ds. Alors vous allez donc injecter la fonction de s dans les deux intégrales. Ça va me donner donc intégrale de x fois le ds. Et donc on a réussi à tout mettre en fonction de x. Et donc finalement, ce n'est plus une double intégration, une simple intégration. Une simple intégration. Que ce soit en numérateur ou bien en dénominateur. Alors je vous laisse le soin, je vous donne une minute
pour vérifier ce calcul. Les les intégrales, ben, sa place n'est pas à l'université. Il y a certains étudiants, l'année précédente, certains étudiants, mais n'arrivent même pas les intégrales. Les intégrales, l'intégrale, normalement, mais dit chez dire ST. Donc, je veux vérifier que le xg vaut petit a sur 3, une intégration simple dans la direction x. تدخلوا le x dans les parenthèses et donc ça va vous donner bx moins b sur a x2 et vous allez intégrer ça dans la direction x. Et l'intégration va se faire de 0 jusqu'à petit a. Entre-temps, est-ce que vous avez commencé le tenseur d'inertie en cours? Normalement, Madame? non. Ah bon? Le tenseur d'inertie, la matrice, 3 lignes, 3 colonnes, les moments d'inertie, les produits d'inertie. Mais vous dites, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Monsieur, آخر عبسة حبسنا فيها le moment d'inertie. Madame? آخر حاجة حبسنا فيها اليوم le moment d'inertie. Ah, بديتوه quand même. Donc on va faire en 10 minutes, on va traiter un petit exercice en 10 minutes. Donc surtout A sur 3, c'est bon? Surtout A sur 3. ولا مازال ما صبتوهاش بالعقل par la suite à tête reposée vous allez reprendre ce petit calcul. Alors, vous avez un cylindre plein. Qui est comme cylindre plein, maintenant on a affaire à un volume. Qui est comme un cylindre creux, maintenant c'est juste la paroi externe. Qui est comme un cylindre creux, c'est juste une surface, c'est la surface externe du cylindre. Donc là, il s'agit d'un cylindre plein de rayon grand R et de hauteur H. Bien, on vous a demandé, je vous ai demandé, parce que c'est un exercice que je l'ai rajouté par rapport à la série d'exercices, parce que jusqu'à présent, on n'a pas reçu la nouvelle série d'exercices. Et donc, c'est un exercice que j'ai rajouté, que vous n'allez pas trouver dans la prochaine série d'exercices concernant le tenseur d'inertie. Bien. Est-ce que vous voyez ce point O? Ce point O, c'est le point milieu du cylindre. Il est à la moitié de la hauteur H. Donc, فوق le O, j'ai H sur 2. تحت le point O, j'ai H sur 2 égal. Le point O, c'est le centre du cylindre. مركز الأسطوانة. وين يكون مركز الأسطوانة؟ مركز ثقل الأسطوانة. وين يكون؟ Le centre de gravité du cylindre. وين يكون؟ يكون déjà sur l'axe Z, n'est-ce pas? لازم يكون sur l'axe Z. Ou يكون à la moitié de la distance de la hauteur. Si le cylindre est homogène, évidemment. Qu'est-ce qu'on remarque déjà? Alors dans cette partie,
il faut faire quelques petits constats géométriques avant de se lancer dans les calculs. Les constats géométriques sont les suivants. Le cylindre présente combien de plans de symétrie? Bon, il y a plusieurs plans de symétrie. مستويات تناظر. Si vous prenez un cylindre, est-ce que vous pouvez le couper en deux parties égales? Oui, tout à fait. Je peux le couper comme ça, par ce plan XY. Je peux le couper par le plan XY et ça va me donner deux parties égales. Et donc le plan OXY est un premier plan de symétrie. Je peux le couper en vertical, en passant par le plan YZ. شدوا un cylindre وقطعوه sur sa longueur. Est-ce que vous allez avoir deux parties égales? Oui, si ça passe par l'axe Z. Si le plan de coupe passe par l'axe Z, on aura deux demi-cylindres égaux. Et donc le plan YZ est un plan de symétrie. Est-ce qu'il y a un autre plan de symétrie? Oui, le plan XZ. Si je vais couper le cylindre par ce plan XZ, j'aurai deux demi-cylindres identiques. Et donc le plan XZ est un troisième plan de symétrie. La première des choses, c'est de vérifier les différentes symétries. Bon, l'axe Z. L'axe Z, c'est l'intersection de ces deux plans de symétrie. Le plan YZ et le plan XZ. Donc l'axe Z est un axe, on l'appelle axe de révolution. Un axe de révolution. محور دوران. Alors, quand est-ce qu'on l'appelle un axe de révolution et quand est-ce qu'on l'appelle juste l'intersection de deux plans de symétrie? On appelle l'axe Z un axe de révolution si, suite à la rotation du cylindre autour de cet axe, on ne va rien constater comme changement géométrique. Je m'explique. Si le cylindre est parfaitement travaillé, une surface très lisse, et vous le faites tourner autour de l'axe Z, et vous allez filmer cette rotation, vous allez avoir la même image. La même image. Par contre, si vous faites tourner une pyramide, haram, une pyramide, l'axe Z n'est pas un axe de révolution, c'est juste l'intersection de deux plans de symétrie. Vous تعرفوا شو معنات الهرم؟ Une pyramide, الأهرامات تاع مصر. شايفينهم؟ Donc, la pyramide عندها combien de côtés? عندها la base, évidemment, عندها 4 côtés. 4 faces, c'est ça. Donc, prenez une pièce pyramidale, sous forme d'une pyramide, et faites-la tourner autour de l'axe vertical Z. Et vous allez filmer cette rotation. Est-ce que vous auriez la même image? Oui? Un peu plus fort? Wallah, ma smatek. Non, monsieur, parce que la base il y a un cercle. Un cercle? Où j'ai le cercle, هنا وليدي? Qu'est-ce que cercle? Quand on fait une rotation. Si vous faites tourner une pyramide autour de son axe vertical, vous allez avoir, à travers le film, vous allez avoir des images différentes. Monsieur, la base de pyramide. L'essentiel. La base de pyramide, il est triangle. Un carré. Une pyramide, sa base, c'est un carré. Et donc, à travers le film, vous allez avoir des images différentes. Ça dépend le moment dans lequel vous avez pris l'image. Mais nous, on est en train de filmer. Un film en continu. Donc, vous allez constater qu'il y a des images différentes. Et donc, dans ce cas, l'axe Z, on ne l'appelle pas un axe de révolution. On l'appelle juste l'intersection de deux plans de symétrie.
Une pyramide a effectivement deux plans de symétrie et l'axe vertical c'est juste l'intersection de ces deux plans. Donc, l'axe Z un axe de révolution. C'est suite à la rotation donc du volume autour de cet axe, on va rien remarquer comme changement géométrique, on aura donc la même configuration géométrique. Ceci est valable pour le cylindre, pour une demi-sphère, pour une sphère complète, pour un cône, مخروط, et beaucoup d'autres volumes. Allez, j'insiste sur la notion d'axe de révolution. Si vous avez Z comme axe de révolution, c'est-à-dire que les deux axes X et Y vont jouer le même rôle. Les deux axes X et Y vont jouer le même rôle. Et donc, le moment d'inertie par rapport à X, ce sera le même moment d'inertie par rapport à Y. Alors, le moment d'inertie, si vous faites tourner le cylindre autour de l'axe X, vous allez remarquer une certaine résistance. Faites-le tourner autour de l'axe Y. Vous allez constater la même résistance. Ça signifie que le moment d'inertie par rapport à X, c'est le même moment d'inertie par rapport à Y. Parce que les deux axes X et Y, ce sont des axes diamétraux. Mahawir Qotriya, qui passent par le centre O. Donc, chaque fois que vous avez un axe de révolution, automatiquement, les deux moments d'inertie, X et Y, sont égaux. Bien. Alors, vous allez démontrer en cours que si vous avez le plan OX, Y, un plan de symétrie, vous allez avoir deux produits d'inertie qui vont s'annuler. On va définir tout de suite un produit d'inertie. Donc, si vous avez le plan OX, Y, un plan de symétrie, ben, ce n'est pas le IX, Y qui va s'annuler, ce sont les deux autres. Alors, il y a trois produits d'inertie. Trois moments d'inertie et trois produits d'inertie. Les produits d'inertie sont IX, Y. Le IXZ ou le IYZ. Ce les trois produits d'inertie. Les moments d'inertie, le moment d'inertie par rapport à l'axe X, le moment d'inertie par rapport à l'axe Y et le moment d'inertie par rapport à l'axe Z. Et donc, on va définir une matrice 3 lignes, 3 colonnes. هنا واش نحطو le IX, moment d'inertie par rapport à l'axe X. هنا واش نحطو le IY, moment d'inertie par rapport à l'axe Y. Et du moment que dans cet exemple, le IX est égal à Y, donc on aura le même résultat. Qu'est-ce qu'on va mettre là? On va mettre le IZ, moment d'inertie par rapport à l'axe Z. Là, on doit mettre le produit IXY. Là, on doit mettre le produit IXZ. Là, c'est le IYX. Là, c'est le IYZ. Là, c'est le IZX. Là, c'est le IZY. Donc, vous allez avoir trois moments d'inertie. En principe, 6 produits d'inertie. Mais vous allez démontrer que cet élément et cet élément, c'est le même. L'élément Hada ou l'élément Hada, c'est le même. L'élément Hada ou Hada, c'est le même. Ou Hada ma Hada, c'est le même. Donc, vous allez avoir finalement 3 produits d'inertie. 3 moments d'inertie et 3 produits d'inertie. Alors, les moments d'inertie. Je vais commencer par la définition des moments d'inertie. Moment d'inertie par rapport à l'axe X, c'est l'intégrale au sens large. Ça peut être une intégration simple pour un système linéaire, une intégration double pour un système surfacique ou une intégration triple pour un système volumique. Là, on a un système volumique, donc on va intégrer triplement. Qu'est-ce qu'on va intégrer? On va intégrer Y2 plus Z2 dm. Donc, si on cherche le Ix, mais quand je l'ai la variable X, les deux autres variables,
Y et Z. Donc le Ix c'est l'intégrale de Y2 plus Z2 dn. Le Y, هنا ما كاينش le Y, ما كاينش la variable Y, كاين les deux autres variables, le X ou Z. Donc le Y c'est l'intégrale de X2 plus Z2 dn. Le IZ, moment dit ici par rapport à l'axe Z, هنا ما كاينش la variable Z, كاين le X et le Y. Donc le IZ intégral de Y2 plus Z2 dn. Les produits d'inertie, on va les définir par la suite, pas maintenant. L'essentiel. L'essentiel. Si vous avez le plan OXY, un plan de symétrie, c'est pas le IXY qui va s'annuler, ce sont les deux autres. Les deux autres sont IXZ et YZ. Si vous avez le plan OXZ comme plan de symétrie, c'est pas le IXZ qui va s'annuler, ce sont les deux autres. Si vous avez le plan OYZ comme plan de symétrie, c'est pas le YZ qui va s'annuler, ce sont les deux autres. Et donc, si vous avez trois plans de symétrie, alors tous les produits vont s'annuler. Si vous avez juste deux plans de symétrie, si vous avez juste deux plans de symétrie, par exemple le OXY et le OXZ, eh bien, ça va annuler tous les produits d'inertie. Donc, rappelez-vous bien, il suffit d'avoir deux plans de symétrie pour annuler tous les produits d'inertie. Alors, la matrice, c'est une définition mathématique. C'est une définition mathématique. Alors, oui, alors je vais définir rapidement cette matrice d'inertie. Voilà. Donc le tenseur d'inertie calculé dans un point O d'un certain solide par rapport à un certain repère. Lorsqu'on parle d'un tenseur d'inertie, il faut préciser trois choses. Tenseur d'inertie de quoi? Calculé dans quel point? Là, c'est le point O. Généralement, le point O, c'est l'origine de notre repère. Et travailler dans quel repère? Un tenseur d'inertie travaillé dans un repère R0, ce n'est pas le même tenseur d'inertie travaillé dans un autre repère R1 ou R2. Donc, il faut préciser trois choses. Tenseur d'inertie de quoi? Calculer dans quel point? Et travailler dans quel repère? Voilà comment on définit mathématiquement ce tenseur d'inertie. Vous allez avoir donc trois moments d'inertie, le IX par rapport à l'axe X, le IY et le IZ. Et vous allez avoir trois produits d'inertie. Il y a des produits qui se répètent. Celui-là et celui-là, c'est le même. Hada ma'a hada, c'est le même. Ou hada ma'a hada, c'est le même. Et donc finalement, c'est une matrice diagonale. C'est une matrice diagonale. Et donc, une matrice diagonale, la diagonale présente un plan miroir. Wesh kain à droite, kain à gauche par rapport à cette diagonale. Alors, comment on définit les différents éléments de cette matrice? Donc, ne cherchez pas comment on a défini ce tenseur d'inertie. C'est des définitions mathématiques. Ce qui vous intéresse, c'est les utilisations. Les utilisations, vous allez avoir certaines utilisations déjà en troisième année et d'autres utilisations en master. Et on va vous donner quelques utilisations pendant le cours. Alors, pendant le cours pour ma section, j'ai donné quelques utilisations de ce tenseur d'inertie et de ces différents moments et produits d'inertie. Alors, les définitions. Les définitions à part. Le Ix,
Donc, je fais les différences de x, c'est l'intégrale de y2 plus z de dm. Y intégrale de x2 plus z de dm. iz intégrale de x2 plus y de dm. Le produit d'inertie ixy, c'est l'intégrale de xy dm. Le produit ixz, c'est l'intégrale de xz dm. Le produit yz, c'est l'intégrale de yz dm. Donc, c'est des définitions mathématiques. On ne va pas chercher comment on a défini ces moments d'inertie et ce tenseur d'inertie. Donc, dans l'exercice qu'on vient de commencer, on va le terminer la séance prochaine. On va chercher cette matrice. On va chercher cette matrice. Et pour la chercher, donc, il faut connaître les différents éléments qui constituent la matrice. Bien. Donc la semaine prochaine, je reviens sur cet exercice parce que vous n'êtes pas suffisamment avancé en cours et ça me pose un petit problème de retard. Bon. C'est le cours qui est en retard, c'est pas le TD. Bon, on va laisser donc cet exercice pour la séance prochaine. Je vous remercie. Si vous avez